que vous saviez qu'on peut être un pays européen, démocratique, membre de l'OTAN et se faire de l'argent sur la crise énergétique? Et ouais, c'est le cas de la Norvège. Ce pays qui, jusqu'à présent, était le deuxième fournisseur de gaz naturel en Europe après la Russie et qui possède d'énormes gisements de gaz et de pétrole. Alors que la Russie suspend ses approvisionnements en gaz, on est en droit de se demander est-ce que le gaz norvégien peut sauver l'Europe? Ce qui est sûr, c'est que la Norvège s'enrichit grâce à cette guerre et à l'augmentation des prix énergétiques qu'elle a provoquée. Et ça ne vaut pas uniquement pour le marché pétrolier. La Norvège a une énorme influence sur les marchés internationaux. Alors qu'elle compte à peine 5 millions d'habitants, la Norvège possède l'un des plus grands fonds d'investissement au monde, la Norwegian Sovereign Wealth Fund. Une grande partie des bénéfices qu'elle tire des combustibles fossiles sont investis dans des actifs partout dans le monde. Énergie renouvelable, achat de dette, investissement immobilier ou participation au capital des plus grandes entreprises internationales. Et ça pourrait avoir des conséquences très importantes sur notre vie quotidienne à tous, et ce, même dans des domaines qu'on ne soupçonnerait pas. Quel est le rapport entre la Norvège et les fake news sur Facebook? Ou avec les luttes syndicales chez Amazon? En quoi ce qui se passe en Norvège a un impact sur le CAC 40 ou sur nos vies quotidiennes? Beaucoup plus qu'on ne le croit, mais on reparlera de ça plus tard. Certains dirigeants européens, comme le Premier ministre polonais, peuvent accuser les Norvégiens d'être égoïstes. Mais en Norvège, on sait très bien qu'on ne s'enrichit pas en donnant de l'argent. D'ailleurs, même si elle est une grosse productrice de pétrole, le prix de l'essence en Norvège est l'un des plus élevés au monde. Alors, comment la guerre en Ukraine affecte-t-elle les Norvégiens? Et quel impact ça va avoir sur l'économie mondiale? On va y répondre, mais d'abord, une piqûre d'histoire. L'exception norvégienne. La Norvège est aujourd'hui le premier exportateur de saumon au monde avec une distribution dans plus de 100 pays. Toutefois, c'est pas le saumon qui fait la richesse de la Norvège, mais les hydrocarbures qui représentent 40 à 70% de ses exportations. La Norvège est un acteur majeur du marché des énergies fossiles. Et pourtant, ça n'avait pas été facile de trouver du pétrole en Norvège. Dans les années 60, plus de 200 forages ont été réalisés avant de trouver le gisement du champ pétrolier Ekofisk. En 1972, la Norvège a créé la compagnie pétrolière publique Statoil, aujourd'hui appelée Equinor. En 2001, Statoil a revendu une partie de ses actions sur les bourses d'Oslo et de New York, mais le gouvernement détenait toujours 81,7% du capital. Puis en 2007, ils ont fusionné avec la division pétrole et gaz de Norsk Hydro, le premier producteur norvégien d'hydroélectricité. Aujourd'hui, l'État norvégien détient un peu plus de 68% d'Equinor et perçoit donc les 2/3 des dividendes. Alors évidemment, c'est pas la seule source de revenus de l'État norvégien. L'État est aussi copropriétaire de nombreux gisements de pétrole et de gaz à travers le pays. Or, les impôts sur les bénéfices de l'exploitation du pétrole brut sont extrêmement élevés. L'État peut ainsi conserver plus de 75% des bénéfices. En Norvège, lorsqu'on parle de pétrole, c'est l'État qui est le grand gagnant. Mais alors cet argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? En 1990, la Norvège a créé la Norwegian Sovereign Fund, un fonds d'investissement public géré par une division de la Banque centrale norvégienne et destiné à investir les excédents de revenus pétroliers et gaziers pour amortir les crises du futur. Baisse du prix du baril de pétrole, pas de problème, la Norvège diversifie ses investissements qui n'ont rien à voir avec le pétrole. Ce fonds d'investissement norvégien est le plus grand fonds souverain au monde à côté de la Chine et d'Abu Dhabi. En 2013, le fonds représentait l'équivalent de 183% du PIB de la Norvège. En 2022, on est passé à plus de 225%. Et contrairement aux programmes publics dans d'autres pays, ce fonds a connu une croissance presque constante. Et même après la pandémie et la baisse du prix du pétrole, le fonds a continué à produire des revenus importants. Et pourtant, la Norvège produit très peu de pétrole. Elle représente environ 2% de la consommation mondiale de pétrole et 3% de celle du gaz. C'est très loin derrière la production de pays comme les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Russie ou le Canada. En 2021, l'Arabie Saoudite produisait environ 9 millions de barils de pétrole par jour, les États-Unis 11 millions, le Canada 4,7 millions et la Norvège seulement 1,7 million. Pourtant, la Norvège est le troisième pays exportateur de gaz au monde après la Russie et le Qatar. La différence, c'est que c'est l'un des seuls pays à investir en bourse et à diversifier ses bénéfices ailleurs que dans le gaz et le pétrole, ce qui pour les Norvégiens est une réelle garantie pour l'avenir. De manière générale, les États sont des débiteurs nets. Ils ont des dettes envers le reste du monde. Par exemple, aux États-Unis, la dette publique est d'environ 93 000 $ par citoyen. En Italie, elle est d'environ 50 000 $ et en Espagne, elle est à plus de 30 000 $. En Norvège, c'est différent. Les Norvégiens n'ont pratiquement aucune dette publique à rembourser. Le pays pourrait payer l'intégralité de ses dettes grâce à son fonds souverain et il resterait toujours 180 000 $ pour chaque Norvégien. La droite
comme la gauche norvégienne ont toujours été prudentes avec la gestion de ces fonds. Dans la plupart des pays, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau parti va souvent de pair avec une redistribution des revenus, histoire de gagner en popularité en remerciant les électeurs. Mais en Norvège, le tout premier retrait d'argent du fonds souverain a eu lieu en 2016 lorsque le gouvernement a dépensé 780 millions de dollars pour contrer la récession économique causée par la baisse du coût du pétrole. En gros, s'il y avait une autre crise pétrolière, la Norvège pourrait la traverser sans problème. Rien qu'en 2021, l'État norvégien a gagné plus de 30 milliards de dollars grâce à l'exploitation pétrolière. Depuis sa création, le fonds souverain a un rendement moyen d'environ 5,8%. Ce qui veut dire que sur une année type, l'État gagne plus de 2 fois plus sur les bénéfices du fonds que sur les revenus pétroliers eux-mêmes. La grande épargne qui sauve la Norvège de la crise pétrolière. Mais au-delà d'être extrêmement riche, la Norvège peut-elle être le salut d'une Europe qui se dirige vers une catastrophe énergétique ? La Norvège à la rescousse. La Norvège était déjà un partenaire clé de l'Union européenne avant la guerre en Ukraine. Elle fournissait 20% des besoins européens en gaz naturel. L'année dernière, Bruxelles demandait à Oslo d'arrêter les forages dans l'Arctique pour des raisons écologiques. Aujourd'hui, elle lui demande de pomper autant de pétrole et de gaz que possible dans le but évidemment de remplacer une partie du gaz russe. Depuis, la Norvège s'est engagée à augmenter sa distribution vers l'Europe pour faire face à la crise énergétique. La Norvège va augmenter sa production d'hydrocarbures de 6,8% d'ici 2023. Cette augmentation vient s'ajouter à celle déjà constatée en 2022. La Norvège produit ainsi 8% de gaz naturel de plus qu'en 2021. Au total, l'augmentation de la production de pétrole et de gaz sera de près de 15% en 2021 et de 6,8% en 2023, soit près de 23% en seulement 2 ans. Donc très clairement, la Norvège est le pays qui a le plus profité des sanctions russes sur le gaz et du sabotage de Nord Stream. Et par coïncidence, un nouveau gazoduc norvégien, le Baltic Pipeline, a été mis en service le 1er octobre et a déjà commencé à transporter du gaz de la Norvège à travers le Danemark vers la Pologne. Le Baltic Pipeline transportera tous les ans 10 milliards de mètres cubes de gaz vers la Pologne. Jusqu'à présent, la Norvège répondait à 20% de la demande de gaz en Europe, mais cette année, on estime qu'elle couvrira 25%. Et ça devrait être encore plus l'année prochaine. Le gouvernement norvégien a lui-même déclaré: L'Europe aura besoin de gaz provenant d'autres sources que de la Russie. Et dans cette perspective, je pense qu'il est difficile de trouver de meilleures alternatives à importer du gaz que depuis la Norvège. Pour nous, c'est important qu'ils soient au courant que nous leur montrions que la Norvège est un partenaire énergétique fiable, digne de confiance et à long terme pour l'Europe. Andreas Bjelland Eriksen, secrétaire d'État au ministère du pétrole et de l'énergie norvégien. Equinor a déjà annoncé qu'elle augmenterait sa production. Mais attention, c'est pas parce que la Norvège apporte un peu de répit à l'Europe durant cette crise énergétique que c'est la solution sur le long terme. En Norvège, évidemment, tout le monde s'en frotte les mains. L'objectif, c'est de vendre le plus de gaz possible à une Europe dans le besoin. Le problème, c'est que la Norvège peut pas doubler sa production de gaz du jour au lendemain. Avant la guerre en Ukraine, on parlait d'arrêter les extractions d'hydrocarbures d'ici 2035. C'était le cas des Verts, bien entendu, mais aussi du parti travailliste, aujourd'hui au pouvoir, et qui, même s'il n'avait fixé aucune date, était en faveur d'une négociation allant dans ce sens. Ce qui par ailleurs signifie moins d'incitation à investir dans l'industrie pétrolière et gazière norvégienne. Or, c'est impossible de revenir sur des années de désinvestissement en seulement quelques mois. Et puis, évidemment, la Norvège n'est pas d'accord avec une proposition qui fait débat au sein de l'Union européenne, celle d'imposer un prix plafond au pétrole importé. On situe autour de 60 $ par baril de pétrole, ce que l'Ukraine considère de toute façon comme une mesure de rétorsion insuffisante. En parallèle, ce qui a compliqué l'achat de gaz en Europe, c'est sa capacité de regazéification. L'achat de gaz naturel liquéfié permet de s'approvisionner rapidement en gaz. Pour l'heure, il n'y a pas besoin de construire de nouveaux pipelines en provenance de Norvège ou d'autres pays. Mais la capacité de regazéification de l'Union européenne est insuffisante. L'Allemagne, la plus grosse consommatrice de gaz de l'Union européenne, ne possédait aucune usine de regazéification avant la guerre en Ukraine. Et bien sûr, la Norvège non plus n'a de capacité de liquéfaction suffisante. Le GNL doit d'abord être liquéfié avant d'être transporté par bateau puis regazéifié, ce qui nécessite des infrastructures au port de départ et d'arrivée. L'Europe a besoin de beaucoup plus de gaz que la Norvège peut lui fournir à court terme. Aujourd'hui, l'Europe diversifie ses achats de gaz et se prépare à recevoir du gaz naturel liquéfié de plusieurs pays différents. Mais la Norvège, elle, est-ce qu'elle est vraiment favorable à cette diversification ? Le monopole norvégien. La Norvège gagne beaucoup d'argent avec la guerre en Ukraine. Rien qu'en 2023, le gouvernement norvégien s'attend à gagner plus de 130 milliards de dollars grâce à l'exploitation du pétrole brut et du gaz naturel. En 2022, les revenus sont déjà estimés à 120 milliards de dollars, alors qu'en 2021, ils étaient d'un peu moins de 30 milliards. Grâce à la guerre en Ukraine, la Norvège va percevoir entre 2022 et 2023 l'équivalent de 8 années régulières de revenus, dont une grande partie sera destinée à son fonds souverain. La Norvège détient déjà 1,3% de l'ensemble des actions dans le monde.
monde. Le fonds souverain norvégien est l'un des principaux actionnaires de certaines des plus grandes entreprises au monde comme Nestlé, Apple et Microsoft. L'un des avantages d'être le principal actionnaire d'une entreprise, c'est qu'il est possible de peser sur les décisions stratégiques du groupe. Jusqu'à présent, le fonds souverain norvégien n'exerçait aucune influence sur les entreprises dans lesquelles il investissait. Il s'était simplement limité à l'exclusion de certaines entreprises de son portefeuille, essentiellement des fabricants d'armes, des producteurs d'hydrocarbures, de tabac, de charbon ou des entreprises qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et c'est évidemment toujours la directive en place aujourd'hui. Par exemple, le fonds a récemment envisagé de vendre ses actions du canadien Bombardier et du sud-coréen Hyundai Glovis. Pour Hyundai, c'est son utilisation présumée de casse au Pakistan et au Bangladesh qui était mise en cause. Des conditions de travail qui, pour le fonds souverain norvégien, frôlent les violations des droits de l'homme. Dans le cas de Bombardier, on est plutôt sur des soupçons de corruption dans différents pays. Finalement, le groupe a été racheté par Airbus qui pratique aussi cet art dans plusieurs pays. Il y a aussi eu le cas de la société chinoise Li Ning, dont le fonds souverain norvégien a cédé toutes ses actions en raison d'une violation apparente des droits de l'homme des travailleurs ouïghours dans la province du Xinjiang. À l'époque, ça avait scandalisé les autorités chinoises. Mais depuis quelque temps, la stratégie du fonds a commencé à changer. Nous sommes passés d'un propriétaire réticent à un propriétaire plus actif. Au début, l'idée était simplement d'acheter une part des marchés financiers mondiaux et notre intention était de ne pas exercer une quelconque influence sur les entreprises. Trond Grande, directeur général adjoint des fonds souverains norvégiens. Par exemple, il n'est plus rare que le fonds publie à l'avance ses intentions de vote pour certaines questions lors des assemblées d'actionnaires. Ce serait soi-disant pour améliorer la gouvernance d'entreprise, mais on comprend aussi que c'est un moyen de pression. Notre objectif est de renforcer les entreprises grâce à une meilleure gouvernance et d'améliorer leur gestion des risques à long terme. Trond Grande, directeur général adjoint des fonds souverains norvégiens. En 2021, le fonds norvégien a voté 6 résolutions lors de l'assemblée générale de Facebook pour que l'entreprise soit plus transparente. Mais le problème, c'est qu'à partir de questions purement commerciales, le fonds norvégien peut aussi faire pression sur des aspects plus culturels, identitaires ou politiques et tenter d'imposer des valeurs norvégiennes dans les entreprises dans lesquelles elle investit. Par exemple, en 2022, à l'occasion de l'assemblée des actionnaires de Disney, le fonds a voté en faveur de 2 rapports, l'un sur les droits de l'homme et l'autre sur les écarts de rémunération. Pareil chez Amazon. La Norvège s'est positionnée du côté des employés d'Amazon qui souhaitaient créer un syndicat. Et lors d'une assemblée des actionnaires, la Norvège a voté en faveur des droits de négociation collective contre les intérêts du PDG Jeff Bezos. Mais c'est l'opposition qui a remporté le vote parce qu'en réalité, les participations du fonds dans ces sociétés sont généralement plus faibles. Mais quand on a autant d'argent, ce que l'on dit au sein d'une entreprise est au moins écouté et pris en compte. En gros, la Norvège est influente parce qu'elle peut être suivie par d'autres fonds ou d'autres actionnaires. Sans compter que le fonds norvégien pourrait très bien acheter plus de parts dans certaines entreprises s'il souhaitait gagner en influence. Avec plus de 1000 milliards de dollars dans son portefeuille d'investissement, la Norvège a une grosse marge de manœuvre. Elle peut liquider ses titres si l'entreprise ne pratique pas la politique qu'elle souhaite ou peut faire chuter le cours de l'action. Elle peut aussi augmenter sa part de capital pour imposer sa politique aux dirigeants de l'entreprise. En plus d'être l'un des pays les plus riches au monde, la Norvège est aussi l'un des plus égalitaires. Et c'est précisément ce modèle social qu'elle tente d'insuffler aux entreprises dans lesquelles elle investit. La Norvège combat notamment les écarts de salaire trop importants. Le plus grand fonds souverain du monde votera contre le package salarial du PDG d'Apple, Tim Cook. La Norvège peut aussi utiliser son fonds souverain comme une arme politique. Cette année, le fonds a annoncé qu'il liquiderait tous ses actifs russes. On parle de 2800 milliards de dollars. Certes, c'est pas une énorme somme si on la compare avec ses investissements dans d'autres pays, mais bon, quand même. Théoriquement, plus un fonds a d'argent, plus il gagne en influence. Donc logiquement, la pluie de billets qui se déverse actuellement sur la Norvège va augmenter considérablement son influence. Certains ont sévèrement critiqué le fonds souverain norvégien pour son comportement. La poursuite d'intérêts politiques ou idéologiques lors d'un investissement peut diminuer le rendement, ce qui par effet de boule de neige pourrait être très mauvais pour les Norvégiens. La Norvège a aussi été fortement critiquée pour s'être enrichie sur la guerre en Ukraine, même que le premier ministre polonais l'a exhorté à partager cet argent avec l'Ukraine. Maintenant, à ton tour, la Norvège va-t-elle accepter d'aider l'Ukraine ou va-t-elle investir davantage dans son fonds souverain? Parviendra-t-elle à produire assez de gaz pour sauver l'Europe de la crise énergétique? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Comme toujours chez Diplo, on publie 2 nouvelles vidéos chaque semaine, alors abonne-toi, pose ton like et fais tourner. À la prochaine.